Le débat sur dérégulation, la suite, toujours en compagnie de Bernard Delatte d'Altimeo Asset Management et Joseph Alfonsi de LGA Investissement Associés. Bernard Delatte, on inaugure une semaine importante, semaine des résultats pour Wall Street. Voilà, on va avoir les publications, on va voir si c'est mieux ou moins bien qu'attendu. Est-ce que ça reste important cette publication? Est-ce qu'on va se retourner vers la microéconomie après avoir beaucoup parlé de macroéconomie? Oui et non. Je pense que l'on reste dans un univers aujourd'hui de macroéconomie, puisque l'essentiel des mouvements de marché sont liés aux décisions des banques centrales, à la fois américaines et européennes. Donc je ne pense pas que c'est un impact fondamental. Ça peut donner une vision, en tout cas, de ce qu'il se passe sur l'économie aux États-Unis. Euh, Est-ce que ça a une influence sur la Fed? Elle va regarder également ce qui se Bien passe ou sûr. elle est braquée sur Non, ces non, chiffres? bien sûr, c'est extrêmement important. Ça fait partie d'une appréciation globale sur l'état de santé à la fois des entreprises américaines. Alors après, il faut séparer les entreprises américaines domestiques et les entreprises américaines très internationalisées. Il est évident qu'un General Electric aujourd'hui réalise une très grosse partie de son chiffre d'affaires à l'étranger, est extrêmement diversifié, là où une société domestique, pure domestique, ne va être affectée que par ce qu'il se passe aux États-Unis. Et il est évident qu'aujourd'hui, face aux attentes qui sont relativement élevées, on peut avoir des surprises, mais après, c'est toujours pareil, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. Si les résultats sont mauvais, peut-être que la Fed se dira, bon, on va repousser l'échéance de la remontée des taux et continuer à alimenter le marché par une liquidité abondante. Donc ce qui pourrait, Donc le marché va s'en in féliciter. fine, oui, mais Profiter. oui, c'est du court moyen terme. C'est du Ouais, court c'est moyen terme. reculé Vous pour mieux savez, sauter. je pense que Joseph Alfonsi sera d'accord puisqu'il gère des fonds de stock picking. L'important, c'est d'arriver à séparer le bon grain de livret, de trouver les bons chevaux dans des stratégies de stock picking, ce qui ne sont pas nos stratégies, hein. Mais d'arriver à séparer le bon grain de livret, de trouver les bons chevaux et de les garder pour le long terme. Ça, c'est important. Parce que vous aurez peut-être des variations sur une période, mais quand vous avez un titre qui distribue un rendement, qui a des perspectives de croissance régulière et qui est bien géré, une société qui est bien gérée par un bon management, vous retrouvez vos billes de toute façon in fine. Joseph Alfonsi, sur cette semaine de résultats qui démarre, est-ce qu'on va avoir la même séquence, c'est-à-dire des résultats meilleurs qu'attendus parce que les analystes finalement avaient baissé leurs prévisions un petit peu avant? Alors oui et non, c'est-à-dire que alors je rigole régulièrement sur ces saisons de résultats comme on dit parce que c'est la même chose depuis des années, ce qu'on en parlait hors plateau. On a régulièrement des annonces qui sont faites et puis des révisions et finalement lorsque les résultats tombent, c'est meilleur qu'attendu. Donc ça satisfait tout le monde. Donc ça devient un petit peu une farce, me semble-t-il, qui n'est pas forcément un déterminant de marché immédiat, mais en tout cas la microéconomie l'est évidemment. Alors pour être un peu plus précis là-dessus, il faut savoir que depuis le mois de juillet, les analystes ont révisé à la baisse les perspectives de résultats de l'année en cours et de l'année prochaine. Et le fameux ratio de révision, vous savez, il y a un ratio qu'on suit lorsqu'on fait les analyses, c'est-à-dire un ratio des révisions haussières par rapport aux révisions baissières. Et ce ratio s'est retourné depuis le mois de juillet et depuis il est en baisse. Il est quand même assez bien corrélé avec les marchés en tendance. Ça veut dire que si ces révisions continuent, ce que je disais tout à l'heure, le marché aura du mal à trouver un support et à trouver un argument au niveau de la micro. Maintenant, si on prend un peu de recul et on regarde ce qui se passe, il est vrai que depuis le mois de janvier, il y a eu beaucoup de révisions sur les perspectives de résultats qui sont tombées à 3% sur le stock 600, si je prends le marché européen au sens large. Donc c'est très faible parce qu'on attendait des perspectives de croissance à 2 chiffres. Sauf que il y a là-dedans, il faut prendre en considération les secteurs des matières premières et les secteurs pétroliers par exemple, qui ont vu leur révision tomber de 30%. Si on enlève ces secteurs-là qui impactent considérablement les indices, compte tenu de leur poids, on retrouve un niveau de perspective de résultat sur le stock 600 de l'ordre de 10%, un peu moins de 10%. Donc vous voyez, c'est toujours très très délicat d'apprécier la microéconomie parce qu'on a des éléments de perturbation plus ou moins ponctuels. Et donc voilà, à suivre, oui effectivement la micro est très importante parce que je pense que le marché est régi par la règle des 3 M, macro, micro, marché, c'est-à-dire la macro influe sur la micro et c'est la micro qui, in fine, détermine
Ah oui, c'est quand même on va s'intéresser aux entreprises, on va s'intéresser aussi aux entreprises européennes qui, elles, bénéficient toujours, on le signalait en première partie d'émission, de vents plutôt favorables, mais qui a été un petit peu brouillé par ce qui s'est passé durant cet été, cette période de crispation autour de la Chine. On a vu aussi des deals qui ne se faisaient pas. Donc il y a eu un mouvement finalement de panique qu'on a vu en septembre. Est-ce que ça peut se reproduire selon vous en octobre, ou est-ce qu'on a vu un point bas peut-être dans cette année? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais quelques éléments d'appréciation qui me laissent penser que la situation en Chine est plutôt maîtrisée. Il se trouve que nous avons une collaboratrice chinoise qui sonde le marché, qui connaît bien évidemment du fait de sa nationalité la culture chinoise. Et en Chine, il apparaît que des mesures extrêmement fortes ont été prises par les autorités chinoises pour juguler la baisse des marchés chinois, pour diminuer le taux de levier qu'il y avait en fait auprès des particuliers et pour amener le marché financier chinois à progressivement s'institutionnaliser. Donc ils ont pris des mesures extrêmement fortes, qui ont été des mesures par exemple de permettre aux fonds de pension chinois de monter leur taux d'emprise, leur taux d'action au sein de leur fonds de 10 à 30%, ce qui est absolument colossal. Ils ont également diminué l'endettement, ce fameux levier qui a causé beaucoup de tort, qui a causé en fait l'emballement de la bourse chinoise par les particuliers. Il faut savoir que les Chinois étaient 4 millions à avoir un compte ouvert début 2014, janvier 2014, et qu'en mai dernier, au moment de l'explosion, juin dernier, ils étaient 170 millions à avoir un compte ouvert, et ils utilisaient beaucoup de leviers donc avec des appels de marge qui ont été catastrophiques. Donc c'est la bulle qui a explosé. C'est une bulle qui a explosé, exactement. Et comme l'histoire financière ne resserre jamais deux fois les mêmes plats, je pense qu'aujourd'hui, le but affiché finalement des autorités chinoises, c'est de contrôler leur marché pour l'amener, et ça on le voit vraiment très clairement au sein des opérations même que nous suivons nous, la volonté des autorités chinoises de sortir d'ailleurs toutes les sociétés cotées à l'étranger, dont nous sommes actionnaires pour certaines, des sociétés qui sont cotées à l'étranger, sur les marchés américains ou autres, et de venir les recoter sur le marché chinois, parce que premièrement, ils veulent que l'économie soit financée directement en Chine, par la Chine, donc avoir le contrôle finalement des capitaux qui financent les entreprises chinoises. Et il y a un fort mouvement aujourd'hui, et pour le faire, ils ont besoin d'avoir un marché financier stabilisé. C'est pour ça que je serais très surpris de voir dans les mois qui viennent un marché extrêmement contrôlé qui est le marché de la bourse de Shanghai pour les grandes capitalisations et la bourse de Shenzhen qui est beaucoup plus provinciale. Je serais très surpris de voir un effondrement des cours encore aujourd'hui dans ce contexte. Il faut savoir également qu'on est revenu sur les plus hauts de 2011. Donc nous sommes revenus 4 ans en arrière sur les valorisations des entreprises chinoises. Après une bulle, comme toute bulle qui était quand même excessive, on a vu les cours qui sont montés en flèche, qui faisaient penser effectivement à ce qui s'était passé chez nous en 2000 dans la bulle techno. Il y a un autre élément peut-être de stabilisation dans cet univers économique, c'est les matières premières, pétrole en tête, qui repasse la barre des $50. On a vu tout un segment pétrolier, parapétrolier la semaine dernière qui a flambé pour le coup. Après, il faut le dire là aussi, c'était une bulle à l'envers après avoir été massacrée. Est-ce que vous pensez, Joseph Alfonsi, que là on est sur un élément aussi durable de stabilisation? On voit qu'il y a des discussions entre l'OPEP, mais sur fond de tensions quand même géopolitiques très fortes. Alors déjà, ça va très vite, c'est-à-dire depuis le 24 août, je crois qu'il y a le point bas de marché. Je regardais un petit peu, je prends le Brent, ça rebondit de 23%, quelque chose comme ça. C'est vraiment colossal. Alors c'est vrai que c'était tombé très bas. $40, $50. Voilà, c'est ça, globalement. Par rapport à la problématique pétrolière, il y a plusieurs éléments. Alors on ne va pas tous les énumérer, c'est-à-dire l'arrivée de l'Iran, les producteurs américains, etc. Bon, l'OPEP, c'est un jeu un petit peu géopolitique aussi par moment. Aujourd'hui, quand on regarde les spécialistes de la matière, du pétrole, tous disent que le point bas qu'on a vécu cet été, normalement on ne devrait plus le revoir, et on devrait avoir des cours qui devraient se stabiliser à horizon quelques mois, entre 60 et $70. Mais même entre 60 et $70, alors encore une fois je ne suis pas spécialiste, je reprends ce qui a été dit, même entre 60 et $70 sur les prévisions,
gestion, on reste bien en deçà des cours qui ont prévalu il y a quelques années et qui étaient pénalisants pour les pays consommateurs. Donc ça veut dire qu'on a quand même une manne et un effet d'aubaine pétrolier qui va perdurer et qui devrait normalement aider les sociétés consommatrices, enfin les économies consommatrices et occidentales. Je change complètement de sujet, mais je reste avec vous, Joseph Alfonsi. Vous gérez, vous, un fonds qui s'appelle Asset Picking, qui est un fonds de fonds avec 7 sociétés de gestion à l'intérieur. Et chose intéressante, depuis la dernière rotation, on voit quand même qu'il y a un positionnement, un changement chez Natixis et Neuflis qui ont privilégié les convertibles. Est-ce que ce changement de tendance décèle... Pourquoi ce changement de tendance en fait? Pourquoi passer aux actions convertibles? Alors on a eu sur les 7 structures en portefeuille, puisqu'on a 7 lignes, avec des rotations bimestrielles, c'est-à-dire qui donnent la capacité au fonds à s'adapter en continu. On a eu depuis le mois de juillet des réductions de voilure, un petit peu en cascade. On a déclenché un mécanisme de réactivité au mois d'août suite aux dévaluations du yuan, parce qu'on considérait que c'était un événement qui était de nature à bouleverser un petit peu la donne. On avait déjà eu une réduction de voilure, et là, lors de la dernière rotation du 21 septembre, 2 sociétés, Natixis et Neuflis, sont passées d'un fonds action à un fonds de convertible. Désormais, le portefeuille est configuré à hauteur de 57% de convertibles, donc c'est important, mais en même temps, on considère, à l'écoute de l'ensemble de ces gérants, que l'obligation convertible aujourd'hui dans ce marché un petit peu qui se cherche, chaotique, et très difficile à lire, est un outil intéressant de par son aspect un petit peu asymétrique, c'est-à-dire que sa capacité à prendre un petit peu, à participer à la hausse, et à opposer une meilleure résistance en cas de repli. Comme on est dans un marché d'incertitude, eh bien, beaucoup ont considéré que l'obligation convertible était un outil adapté au contexte. Alors, c'est vrai que tous font un peu ce choix conversant, enfin tous, la majorité, puisqu'on a 57%, mais on verra si ils ont eu raison ou pas d'ici 2 mois, puisque la prochaine rotation est le 20 novembre. Voilà, je voulais faire en tout cas le point sur peut-être une idée pour résister à la volatilité actuelle des marchés, les obligations convertibles en actions. En tout cas, le choix maintenant, Asset Picking, qui est passé à plus de 50% en convertible. On est à la fin. Merci messieurs. Je rappelle le fonds de Bernard Delatte chez Altimeo Optimum. Voilà, que peut-être qui lui aussi a touché un point bas avec une grosse réserve de performance. On l'a bien noté. Merci Bernard Delatte de nous avoir accompagnés cette matinale. Et je rajouterais peut-être en conclusion que par rapport à ce que je disais sur Bill Gates tout à l'heure, il a peut-être compris une chose, c'est que l'argent doit rester serviteur et pas maître. Voilà, puis à un moment, c'est important. À quelques milliards près, hein, voilà. On peut en donner un peu. Merci en tout cas, merci à Joseph Alfonsi de LGA Investissement Associé. On aura l'occasion de se retrouver, messieurs, pour commenter cette actualité. Ce débat de Direct Gestion est terminé. On se retrouve dès demain à 9h20. Tout de suite, place à Direct Investisseur. Bonne journée à tous.